Quand le mec, il nous a endettés de 1000 milliards, c'est extravagant. Ce mec est en tôle, devrait être en tôle, il devrait être raccourci. C'est un traître absolu. D'autant que c'est volontaire. Ce mec est un banquier, et donc le banquier, il a une vision de créancier. Ce type, son objectif, c'est d'endetter la société parce que la dette, c'est un outil de domestication, c'est un outil d'oppression. L'élection pousse au mensonge. Celui qui ment bien sera élu. Vous avez dû remarquer dans les différentes élections, c'est qu'il y a une prime à celui qui a la plus belle gueule et qui en même temps est le plus menteur, le plus retors, celui qui a écrasé tous les autres dans le parti. Oh, je pense à plusieurs, oui, bien sûr, parce qu'on dirait que l'élection porte au pouvoir les pires. Tu dirais que Macron est une crapule ? Une crapule, oui, bien sûr, un gredin, une fripouille, un bandit, un traître. Un traître, en fait, c'est un type en mission, un agent de l'étranger en mission. Et en fait, ce qu'il fait est incompréhensible si on le prend pour quelqu'un de bien, qui fait ce qu'il peut, qui fait de son mieux, qui est bienveillant. Ce qu'il fait est incompréhensible. C'est incompréhensible. Pourquoi il nous jette dans la guerre ? L'élection, elle est zizaniante, j'invente le mot, alors que le tirage au sort, il est pacifiant. Et je n'ai pas encore dit le pire, hein, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais c'est super important ça. L'élection, comment on dit ? Elle est hystérisante. La procédure de l'élection hystérise la société. Elle nous jette les uns contre les autres via les partis politiques qui sont faits pour gagner. Chers amis, un petit message juste avant de commencer pour vous rappeler que les incorrectibles ont plus que jamais besoin de vous. C'est une question de survie. Pour cela, vous pouvez donc nous soutenir et nous aider. Rien de plus simple. En description, sous cette vidéo, il y a un lien pour aller sur la plateforme Substack où vous pouvez accéder donc aux bonus de chacune de nos émissions. Vous pouvez bien sûr toujours nous soutenir aussi en vous abonnant sur YouTube. En tout cas, les incorrectibles vous remercient pour votre soutien. C'est uniquement grâce à vous et grâce à vous seulement qu'on peut diffuser et produire ces émissions chaque semaine. Bonne émission. We're gonna take on the world. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir, ou plutôt de recevoir à nouveau un homme qui, depuis près de 20 ans, n'a cessé de défendre une idée simple: le pouvoir doit revenir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans un contexte où beaucoup doutent de nos institutions, il a accepté de répondre donc une nouvelle fois à nos questions. Sommes-nous encore en démocratie et comment redonner le pouvoir aux citoyens ? Il est enseignant, plutôt ancien enseignant, essayiste, blogueur à l'origine du site choir.org. Il est devenu une figure incontournable du débat sur la démocratie et ses limites. Vous l'aurez compris, mon invité ce soir est Étienne Choir. Bonsoir Étienne. Salut Eric. Alors Étienne, je suis ravi de te recevoir, on peut le dire puisqu'on se connaît, à nouveau dans cette émission, cette semaine, puisqu'on a vécu vraiment une semaine folle au niveau de l'actualité politique. Et justement, on va essayer, alors c'est toujours un peu pompeux de dire ça, mais de prendre un peu de hauteur. Et donc, on va un peu moins parler de cette actualité dont les chaînes info ont parlé, continueront de parler pendant des semaines et des mois. On va essayer de prendre un peu de hauteur pour savoir justement ce qu'il en est de l'état de notre démocratie. Est-elle confisquée ? Le système censé être représentatif est-il arrivé à bout de souffle ? Voilà la première partie que j'aimerais qu'on aborde ensemble. Donc, une première question, elle est toute simple. Mon cher Étienne, en quoi l'élection fonctionne-t-elle comme un poison pour la souveraineté du peuple ? Parce que par construction, élire, c'est renoncer à décider. Quand je mets le nom de quelqu'un dans l'urne, j'accepte de ne plus jamais décider quoi que ce soit moi-même, et c'est celui que j'élis qui va tout voter. Et en fait, la plupart des gens prennent conscience de la scélératesse des lois liberticides, tous les jours il y en a plusieurs, se plaignent de leur impuissance, mais en fait, nous sommes co-responsables parce que quand on accepte d'élire, il ne faut pas se plaindre d'être impuissant politiquement. Je veux dire, l'élection est une procédure de dépossession politique qui a été conçue pour ça depuis le début, 18e siècle, CIS en France, Madison aux États-Unis. Ont institué non pas la démocratie, ils ont institué le gouvernement représentatif pour éviter la démocratie. C'est-à-dire, en fait, les régimes dans lesquels nous vivons, qui sont des régimes basés sur l'élection parmi des candidats qu'on peut aider, ces régimes ont été conçus pour nous tenir à l'écart.
tenir les populations à l'écart de toute décision. Et faut-il que nous soyons complètement désinformés, intoxiqués, endoctrinés par l'école républicaine, dont j'ai fait partie. Moi, j'étais prof, j'étais un des centaines de milliers de profs, et j'enseignais parce que je le croyais vrai, parce qu'on me l'avait appris. T'étais prof d'éco, c'est ça? J'étais prof de droit, d'économie, ouais, et de sciences tertiaires d'une façon générale. Et en fait, j'étais en BTS, donc en Bac+2, et j'enseignais à mes étudiants, comme j'avais enseigné à mes enfants, que la démocratie c'était l'élection c'était la démocratie, je le croyais parce que toutes les figures de l'autorité adulte pendant ma croissance, quand j'étais enfant, et on en est tous là, toi c'est sûrement pareil, toutes les autorités m'avaient répété ce qu'elles croyaient elles-mêmes, la démocratie c'est l'élection, l'élection c'est la démocratie, dans le sens, il y a une synonymie. Alors que quand tu examines froidement cette croyance en te disant, voyons, est-ce qu'elle est bien fondée? Quand tu fais ce que j'appelle le procès d'élection, il faudrait qu'on ait 1 heure pour le faire, donc on n'aura pas le temps de le faire, je vais juste en résumer les grandes lignes. Quand on fait soigneusement, loyalement, le procès citoyen de l'élection, c'est effrayant, quoi. Tu as dit, moi j'ai repéré, et peut-être que vous en repérerez d'autres, mais j'ai repéré 10 vices majeurs, des vices impardonnables. Chacun de ces vices suffirait à dire, c'est une procédure de merde, il faut trouver autre chose, c'est pas normal. Le fait que la procédure nous infantilise, qu'elle nous considère comme des enfants. C'est un enfant, en l'étymologie, c'est qui n'a pas le droit à la parole. Donc en fait, on décide de rien avec l'élection. Donc elle nous traite comme des enfants, comme des incapables. Elle nous déresponsabilise du même coup, puisque on décide de rien, on n'apprend pas le sens des responsabilités qui sont liées le plus souvent à la décision. Elle nous décourage en fait de bien faire, même de nous occuper du bien commun. À quoi bon de s'occuper du bien commun, puisque de toute façon, nous n'allons décider de rien. Et finalement, elle nous dépolitise, elle nous désapprend la politique. Elle fait de nous des êtres non politiques. Donc en réalité, du point de vue des représentés, c'est perdre son pouvoir au lieu d'exercer. Non, mais on vote jamais. Non, mais justement, il ne faut pas dire voter. Et je fais comme toi, c'est-à-dire que après une vie à confondre les deux mots en disant qu'est-ce que tu as fait ce week-end, j'ai été voté. Mais pas du tout, tu n'as pas été voté, tu as été élire, tu as été renoncé à voter. Il ne faut pas dire voter, parce que quand tu dis le week-end dernier j'ai été voté, tu n'as pas les mots pour penser que ce qu'il nous faudrait, c'est de voter. Ce qui nous sauverait, Éric, c'est de voter les lois. C'est que les électeurs, enfants, deviennent des citoyens adultes et qu'ils soient les législateurs. Le référendum continue. Par référendum, oui. C'est-à-dire que sur chaque loi, il y aurait un référendum que nous présenteraient nos représentants, donc les représentants pourraient nous préparer les lois, parce qu'il n'est pas question à 50, 60 millions de préparer les lois. Il faut que ce soit des petits groupes qui nous les préparent. Donc ça peut être une assemblée tirée au sort, d'ailleurs, tirée au sort ou élue librement, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, mais une chambre de représentants pourrait très bien, au lieu de tout décider à notre place et de nous infantiliser, pourrait très bien nous préparer les lois, et puis nous les présenterait. Ceux qui dans le groupe tiré au sort étaient pour la loi viennent nous dire les arguments favorables à la loi. Ceux qui étaient contre dans les tirés au sort, ceux qui étaient contre parce qu'ils trouvaient que c'était une mauvaise idée, viennent nous dire pourquoi c'est une mauvaise idée, c'est trop cher, c'est dangereux, gna gna gna. Et puis donc sur la chaîne du référendum, sur le site du référendum, dans le journal du référendum qui sont à instituer, et nous sommes les seuls à pouvoir instituer, les élus ne feront jamais ça. Sur les médias du référendum, nous pouvons voir les conférences des tenants du oui, tenants du non, quelle que soit la loi. Les tenants du oui, tenants du non, on les voit s'empailler, se disputer, c'est la mise en scène des conflits, notre niveau monte, nous commençons à comprendre les tenants, les aboutissants, les arguments, rien n'est diabolique, rien n'est angélique, les choses il y a des arguments des deux côtés, mais au fur et à mesure où nous assistons au spectacle de la mise en scène des conflits, parce que c'est ça la démocratie, notre niveau monte jusqu'à ce que notre opinion soit éclairée, et à ce moment-là, c'est nous qui votons. C'est nous qui votons, ce n'est pas les représentants. C'est une toute autre organisation qui serait possible et qui serait, elle, démocratique, puisque ce seraient les citoyens qui votent les lois. Mais pour finir, le résumé du procès de l'élection, au terme duquel, pour moi, l'élection doit être jugée coupable et rejetée, mais pas pour une raison, pour 10 raisons graves, c'est du point de vue des représentants, parce
que du point de vue des représentés, elle est infantilisante, dépolitisante, décourageante. Enfin, c'est effrayant. Elle nous humilie, cette procédure. Nous, les électeurs, elle nous considère comme des sous-hommes, des humains qui ne sont pas capables d'opiner, de décider de leur destin. Mais du point de vue des représentants, c'est pire encore. Il y a 7 vices majeurs. Je ne sais pas si je penserai aux 7, mais je vais finir par le plus important. Et celui-là suffirait à dire arrêtez tout. Hein. L'élection pousse au mensonge. Celui qui ment bien sera élu. Vous avez dû remarquer dans les différentes élections, c'est qu'il y a une prime à celui qui a la plus belle gueule et qui en même temps est le plus menteur, le plus retors, celui qui a écrasé tous les autres dans le parti. Oh, je pense à plusieurs, oui, bien sûr, parce qu'on dirait que l'élection porte au pouvoir les pires. Alors la majorité, des majorités de pires, parce qu'il y a toujours des minoritaires, il y a des élus minoritaires qui sont vraiment valeureux. Je suis sûr que vous en connaissez, des petits élus qui n'ont pas du tout, mais pas la majorité du tout. Ils sont 1 ou 2 ou 3, peut-être une poignée, ils sont vraiment bien, c'est des gens bien. Mais c'est pas ça, l'élection, elle ne sert pas à ça. L'élection, elle sert à produire une majorité, et cette majorité doit être soumise, et ça marche depuis 200 ans, elle est soumise aux plus riches. Les plus riches se sont donnés avec l'élection les moyens d'accéder au pouvoir. Les plus riches, c'est les grands marchands, ce qu'on appelle aujourd'hui des multinationales. Et parmi les multinationales, les plus dangereuses, les plus riches encore parmi les plus riches, c'est les multinationales de l'argent, donc les banquiers, qu'on ferait mieux d'appeler les usuriers. Et donc la procédure de l'élection a permis aux usuriers qui étaient tenus à l'écart, les grands marchands et les marchands d'argent, dans toute la période qui a précédé le XVIIIe siècle, ont été tenus à l'écart du pouvoir. La police du roi, son boulot, c'était d'empêcher les marchands d'entrer sur les marchés avant les autres. Parce que sinon, ils raflaient tout avec leur monnaie, ils raflaient tout, et ensuite, ils créaient une rareté, et avec cette rareté, ça surenchérissait, ça faisait monter les prix, et après ça, ils se goinfraient aux frais de la société. Donc, la police du roi, son boulot, mais pendant des siècles, c'était de surveiller les marchands pour qu'ils n'aient pas le pouvoir, et qu'ils n'accèdent pas au marché. Et puis, bien sûr, il y avait le roi, il y avait tout un système de hiérarchie dans la noblesse qui montait jusqu'au roi, et tout ce système dans l'Ancien Régime empêchait les marchands d'accéder au pouvoir. Et puis, révolution, qui est-ce qui parvient au pouvoir grâce à une procédure épouvantable? C'est les marchands. Les marchands accèdent au pouvoir. Comment? Avec l'argent. L'élection, parmi des candidats qu'on peut aider, donne les moyens d'accéder au pouvoir, de gagner tout le temps l'élection, de gagner la majorité, en aidant. Quand tu vois les 9 milliardaires qui ont acheté tous les médias, c'est pas pour gagner de l'argent. Chaque média en perd de l'argent. Ils s'en foutent de perdre de l'argent. Ils sont riches à millions, milliards. Mais par contre, ça sert à gagner les élections. Et ensuite, ça sert à forger... Par l'influence, bien sûr. Macron, qui était inconnu, est devenu tellement connu dans la population grâce aux médias des milliardaires qu'il a fini par être élu, alors qu'il n'avait jamais été élu avant. Il a été élu directement président de la République. Donc, l'élection, premier vice, permet donne une prime aux menteurs. Et puis, l'élection hisse celui qui a été élu par un effet d'orgueil, lui fait sentir qu'il a été élu, qu'il a été choisi comme le meilleur, et ça transforme même les meilleurs. C'est-à-dire qu'en fait, les chevilles leur enflent, et ils se croient rapidement, quand ils sont élus par des millions. Alors, quand c'est un petit maire, ça ne le fait pas trop. Mais quand c'est un député qui est élu par des millions de personnes, ou un président qui est élu par des millions de personnes, ça crée quelqu'un qui se sent légitime à tout décider à la place des autres. Donc l'élection, par construction, parce qu'elle est aristocratique, et c'est même pas un débat, l'élection, elle choisit le meilleur, donc le meilleur, ça se dit aristos en grec. Le monde entier sait depuis la nuit des temps que l'élection est aristocratique. Et donc l'élu se sent légitime à tout décider à la place des autres. Alors que le tiré au sort, pas du tout. Le tiré au sort, il sent bien qu'il n'a aucun mérite, il a été tiré au sort. Et donc il n'est pas hissé au-dessus des autres, et donc il se comporte comme notre père. Pour revenir, tu parlais des médias, les médias dits mainstream participent justement à maintenir cette impuissance politique aujourd'hui. Je vais t'étonner là. Parce que, oui, bien sûr, les médias nous maintiennent enfermés dans cette prison politique, puisque je pense que je suis un prisonnier politique et toi aussi. Je pense que les électeurs sont... Tu n'es plus du tout d'ailleurs invité dans les médias. Ah non, c'est pas ça, non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est un autre problème. Non, mais je suis un prisonnier politique comme tous les électeurs. Nous, les électeurs, c'est-à-dire la multitude, la quasi-totalité de la population, nous sommes prisonniers politiques. Nous ne décidons de rien. Nous sommes comme dans une cellule
Tu vois une cellule où tu décides pas de ton destin du tout. On est comme dans une grande cellule avec la télévision, c'est une fenêtre avec des barreaux où tu peux regarder ce qui se passe à l'extérieur. Ah, il a dissous l'Assemblée nationale. Ah, ils ont voté une motion de censure. Ah, ils ont voté le 49-3. Et on est là, nous, dans notre prison, hein, des gens de gauche qui disent ouais, il faudrait des politiques de gauche, ouais, c'est des traîtres qui sont au pouvoir, les gens de droite qui disent pas du tout, c'est pas des politiques de gauche qu'il faudrait avoir. C'est un autre prisonnier dans la même cellule, hein, dans la même impuissance politique, et qui dit ça le gauchiste, pas du tout, c'est une politique de droite qui ferait ça le fasciste. Et on est là à se disputer dans une prison et qu'on est con. Il n'y a pas d'autre mot, on est complètement con. Nos discussions sont vaines. Il y a des choses très importantes à discuter. Et je sais bien que tous ces sujets redeviendront valides, prioritaires, essentiels, une fois qu'on se sera évadé et qu'on sera devenu le souverain, celui qui vote les lois. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, tant qu'on ne s'est pas évadé, à quoi sert de discuter des lois, qu'elles soient scélérates ou souhaitables? À quoi sert de s'engueuler, de se diviser, de créer une zizanie qui nous affaiblit dans notre prison au lieu de s'évader? À quoi ça sert? À rien, je vous le dis, à rien, si ce n'est à faire perdurer le système. Et tu me demandais, est-ce que les médias entretiennent cette impuissance? Bien sûr, quand les médias disent la démocratie c'est l'élection c'est la démocratie, ça c'est la porte de la prison. L'élection, c'est la porte de notre prison. Le fait que nous acceptions élire l'Assemblée constituante, puis élire les assemblées législatives, puis élire les présidents, en fait, ces élections, elles sont la procédure de notre dépossession politique. Tant que nous l'aimerons, et ce n'est pas seulement en France, hein, partout sur Terre, tant que nous aimerons, et qu'on soit de gauche ou de droite, hein, vous êtes des prisonniers politiques comme moi, tant que nous aimerons cette procédure, nous n'en sortirons pas. Ça peut durer comme ça jusqu'à la nuit des temps. Les médias mainstream sont responsables, mais eux, je les considère comme des adversaires. Tu as une poignée de 1%, c'est même pas 1%, de 1 pour 1000 d'ultra-riches qui ont pris le contrôle de tous les médias. Les médias, c'est la presse, les radios, la télé, mais c'est aussi les agences de presse, c'est aussi les instituts de sondage, tout ce qui sert à forger et à éclairer l'opinion. Forger l'opinion, ce serait mieux que les médias ne forgent pas. Forger, ça veut dire créer un truc artificiel. Hein. Donc là, mais tous ces outils-là servent à éclairer l'opinion avant d'opiner, avant de donner son opinion. Donc, les instituts de sondage, les instituts statistiques, les maisons d'édition, tous les manuels scolaires, les livres, tout ça, c'est très important pour éclairer l'opinion, la littérature, les maisons de production de cinéma, tout ce qui est produit là, si c'est une poignée de milliardaires qui tiennent la culture, en fait, c'est tout à fait dangereux pour l'éclairage de l'opinion publique. Et donc, si tu veux, ces 1 pour 1000 qui ont pris le contrôle des médias pour nous désinformer, bon, bien sûr qu'ils participent à l'enfermement, puisqu'ils le maîtrisent par tous les bouts. Mais nos petits médias, toi, donc ça c'est les gens que j'aime bien, c'est des gens, pour moi, vous êtes des sentinelles du peuple. Hein. Les vrais journalistes, c'est-à-dire les médias alternatifs, ceux qu'on appelle les petits médias. Oui, c'est vrai qu'ils sont petits, et encore ils grandissent, hein, mais les Tocsins, Le Monde Moderne, la chaîne d'Idriss, toi, le Canard Réfractaire, Blast, le Média, je crois que ça existe encore, tous ces médias qui sont en fait des vrais journalistes, qui sont ce que j'appelle des sentinelles du peuple, on les appelait comme ça pendant la Révolution française. Tous ces médias sont très importants. Vous faites un boulot essentiel, c'est-à-dire que les mensonges qui sont débités dans le robinet à mensonges, c'est comme ça que je l'appelle dans les médias des milliardaires, là, dans la Pravda des milliardaires, c'est comme une vanne grande ouverte, une boussole qui donne le sud. Vous pouvez prendre à l'envers tout ce qu'ils disent pratiquement, c'est incroyable le niveau de mensonges de ces médias. Et vous prenez ces mensonges et vous les rétablissez, vous établissez la vérité. Boulot super important. Mais c'est insuffisant. Ça m'apparaît, moi, depuis cet été. Ça m'est apparu à la rentrée, dans les passages chez GPTV, chez Omerta, chez Nexus, tous ces médias, amis, journalistes. Je vous interpelle. Alors, il faut comprendre, c'est avec amertume et fraternité en même temps. C'est bienveillant ce que je vous dis. Mais vous avez une responsabilité.
une responsabilité qui est double. D'une part, il faut que vous rétablissiez la vérité pour contredire les mensonges des dominants à travers les médias mainstream. C'est une partie de votre responsabilité et vous le faites bien. Mais il y a une autre partie de votre responsabilité qui est de vous occuper de l'évasion. Une partie de votre boulot, c'est d'arrêter de singer les médias, parce que quand vous traitez les mêmes sujets, quand vous regardez l'actualité, vous avez le nez vissé sur l'actualité en disant « et alors, démission, pas démission, destitution, pas destitution, motion de censure, pas… » Nous sommes là vissés sur les conséquences… Le narratif des mainstream, c'est ça? Le narratif des mainstream et surtout des conséquences. Vous êtes en train de discutailler, le prenez pas mal, hein, je vous le dis sans malveillance, mais nous sommes conduits à discutailler, à bavardouiller sur des conséquences de notre impuissance politique, ce qui nous prend tout notre temps, notre énergie, notre attention et nous distrait de l'essentiel. Nous devrions organiser l'évasion. Il me semble que tous les petits médias, et je parle même à ceux que je ne connais pas, les vrais médias qui sont des journalistes, c'est-à-dire des inquiéteurs de pouvoir, tous ces petits médias devraient, dans leur tête d'abord, mais dans leur grille de programme ensuite, dans la vitrine du savoir qu'ils offrent à leurs auditeurs, tous les petits médias devraient, et ça va tout changer si ça se passe, conserver, préserver et peut-être faire augmenter une part de travail constituant. Parce que l'évasion, ça va être le fait que nous écrivions nous-mêmes les règles de notre puissance, de notre représentation, et donc que nous écrivions nous-mêmes les articles de constitution qui instituent un pouvoir populaire. Tant que ce sont des élus qui écrivent les constitutions, il n'y aura jamais de pouvoir populaire. Ils vont écrire la puissance des élus et l'impuissance populaire. La seule façon de s'évader, c'est d'écrire nous-mêmes la constitution. Et ça fait longtemps que tu l'écris. Non, oui, mais c'est pas moi. Tu participes à l'écrire. Oui, bien sûr, moi ça fait 20 ans que j'y travaille. À un moment donné… Non. Bah, pardon. Je ne suis pas légitime. Ce qui va faire… J'aimerais savoir justement, aujourd'hui, tu écrivais même dans un de tes derniers livres, c'était en 2019 de mémoire, ça s'appelait « Écrire nous-mêmes la Constitution ». Oui. Tu écrivais viser non pas la 6e République, mais la première démocratie. À un moment donné, j'ai envie de te dire, bon, c'est bien gentil de faire tous ces mots, ces dénonciations, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fond, mais à un moment donné, comment tu passes de l'intention à la pratique? Comment est-ce que tu fais reprendre le pouvoir par le peuple? Tu vois, on est à un moment de bascule en ce moment. Je vais te faire un reproche, Eric, parce que… oui, mais pardon, parce que c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Parce que ce que tu dénonces, tu me le disais déjà depuis 2-3 ans. Mais tu m'as déjà posé cette question et je t'ai déjà répondu. Et il est toujours dans la même situation. Tu vois, mais vous êtes tous pareils finalement, hein, parce que tu n'es pas le seul. Mais je vous réponds, et je ne sais pas pourquoi vous le gommez, vous n'en tenez pas compte, comme si vous ne vouliez pas assumer votre part de responsabilité. Ce n'est pas Chouard qui va sauver le monde, ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Il y a une idée qui grandit et vous avez une responsabilité à l'intégrer vous-même dans votre personnalité. Il faut que dans ta tête, tu deviennes constituant. Mais prends pas mal. Concrètement, comment… Non, mais concrètement, tu verras après. C'est ça le plus important. Non, mais oui, mais c'est vrai. C'est bien beau de faire des ateliers constituants dans toutes les villes de France, mais à un moment donné, comment ça, en pratique, comment tu… Attends, le jour… Alors, je vais te le dire d'un mot. Je vais te dire un mot, puis après, je vais revenir parce que… mais vous êtes tous pareils. On dirait que vous voulez pas vous y mettre. Mais le jour où… Tu te souviens, je t'avais raconté cette histoire de scénario de film où nous montrerions que nous sommes devenus des millions. Pas des milliers, pas des centaines de milliers. Nous sommes devenus des millions. Et pas 1 ou 2 millions, parce qu'on est 45 millions d'électeurs à peu près. 45 millions, s'il y a 2 millions de constituants qui ont la conscience constituante et qui ont commencé à s'entraîner, 2 millions… Eric, ne sont pas légitimes pour aller bouleverser la vie des 43 autres millions. Donc il y a un problème de nombre. Et ce n'est pas une question de rapport de force. Je vais te dire d'un mot. Ce qu'un peuple veut, il l'aura. Et bien voilà, je vais te poser la question différemment. Attends, non mais laisse-moi continuer. Justement, obéir ou désobéir, c'est peut-être ça. Je vais voir ça après, s'il te plaît. Mais comprends l'objectif. Ah ben là, on est complètement d'accord. Ce qu'un peuple veut, nous l'aurons. Je suis totalement d'accord. Mais si tu n'as pas eu ta conscience constituante, ça met du temps. Oui, voilà, mais si nous ne sommes pas des millions à avoir pris conscience que la priorité est constituante, il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Nous devons écrire commune par commune, quartier par quartier, nous devons écrire notre propre constitution, rond-point par rond-point, rond-point constituant par rond-point constituant.
communauté politique par communauté politique, nous devons écrire nous-mêmes les règles de la représentation. Tout commence par une conscience. Cette conscience-là, si tu ne l'intègres pas, Éric, si elle passe dans ton panorama comme un invité de plus, et puis voilà, lui, ça, dans ta tête, je ne suis qu'un spécialiste de ce sujet, ma marotte à moi, c'est la constituante, et tu vas passer à autre chose. Là, j'ai raté quelque chose, je ne t'ai pas fait percevoir, je n'ai pas réussi à trouver les mots pour qu'il y ait quelque chose qui change dans ta tête. Je ne te dis pas de devenir que constituant, de remplacer tout ce que tu penses par autre chose. Ce n'est pas ça que je te dis. Je dis, il faudrait que dans ta tête, et quand je te parle, il faut comprendre que tu es un personnage conceptuel, je parle à tout le monde. Je parle aux petits médias, aux patrons de petits médias, aux journalistes de petits médias, et je parle à tous les citoyens. Oui, mais là, vous imaginez que je vous regarde, je préfère te parler à toi. Oui. Tu sais, je t'avais proposé une fois, tu devrais une fois essayer le format de la conversation. C'était un meuble en S, où en fait on est très proche, mais un petit peu loin quand même, pas tout proche, mais assez proche pour se voir vraiment. C'est un meuble intéressant, c'est une conversation, ça s'appelle. Et à mon avis, ce serait un outil d'entretien intéressant. Et oui, donc si j'arrive pas à te faire comprendre ça, j'arriverai pas à le faire comprendre aux autres, et c'est à mon avis quelque chose qui bloque là. Parce que vous vous dites, ce qu'il nous faut, c'est une constitution, et vous vous trompez. C'est pas la Constitution qui va nous sauver, c'est les soldats, c'est l'armée de soldats démocratiques. Et donc, pour ce faire, s'il y a un seul bonhomme... Poser des questions simples. Est-ce qu'un peuple doit toujours, par exemple, respecter les lois? Non, on va voir ça après, l'obéissance. De sa souveraineté. Tu m'as parlé d'obéissance, désobéissance. Je vais t'en parler tout à l'heure. Mais je voudrais finir sur ça, là, parce que c'est quand même important. Il ne faut pas... Enfin, c'est une leçon de révolution que tu tout à fait. es en train de nous faire. Et donc, à un moment donné, 1789, ça ne s'est pas passé dans des ateliers constituants, tu vois. Il y a un moment donné, volonté de prendre la Bastille, non? Enfin, je me trompe ou pas? Oui, tout à fait. Mais à chaque fois que les révolutions marchent, c'est qu'il y a des banquiers derrière qui financent la faction, la partie du peuple qui se soulève. On l'aide pour dégommer la mafia qu'on essaye de dégommer. Tu as les bourgeois, là, donc les marchands d'argent, les usuriers qui préparaient déjà la Banque de France qu'ils allaient demander à Napoléon, qui ont foutu dehors le clergé et la noblesse et le roi à la tête, Talleyrand disait agiter le peuple avant de s'en servir. Donc en fait, ils se sont servis du peuple pour chasser la mafia d'en face, mais le peuple avait une autre mafia derrière lui. Ce dont je te parle, c'est d'une révolution. Les autres révolutions finissent dans un bain de sang à chaque fois, parce que la police se met en travers. Et quand la révolution marche, c'est que la police ou l'armée ne se mettent pas en travers. Quand Chavez arrive au pouvoir, c'est parce que l'armée suit, en fait. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Mais pour moi, c'est un bon exemple, Chavez, parce que Chavez, pour moi, c'est un ami du peuple. Je sais qu'il est décrié par toute la bourgeoisie mondiale, évidemment, puisqu'il est l'exemple d'un ami du peuple. Alors, effectivement, c'est mal vécu par les tenants du système d'exploitation parlementaire. Mais on pourrait en prendre d'autres, mais de toute façon, peu importe. Tout ça est très différent, c'est dans des pays qui n'ont rien à voir. Ouais. C'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est quand même l'idée que pour qu'une révolution marche, il faut éviter que l'armée ou la police nous tire dessus. Or, quand on est 1 million, je te rappelle qu'il y a 44 millions qui ne sont pas dehors, ils ne sont pas dans la rue. Si dans la rue, on n'est qu'1 million, on n'est pas légitime à tout foutre en l'air. On n'est pas légitime. Là, on est d'accord. Et du même coup, l'armée est légitime, pas à nous tirer dessus, il ne faut pas déconner. Sauf s'il a 1 million, représente les 44. Alors oui, s'il représente, mais ce n'est pas le cas là. Nous descendons dans la rue et nous ne sommes qu'1 million. L'armée est légitime, non pas à nous tirer dessus, mais à nous faire rentrer chez nous, sans que rien ne soit changé. Si on est 10 ou 15 ou 20 millions, eh bien là, la police, elle ne nous tire pas dessus. Alors comment on fait pour être 20 millions? Mais si tu comptes juste sur le fait que Chouard ou un autre parle de ces ateliers constituants et qu'il va se débrouiller tout seul, et puis moi je ne vais pas l'aider, premier média, deuxième média, troisième média, quatrième, je parle des vrais médias, avec des vrais journalistes. Ils n'en parlent pas en fait, ils sont gentils, ils m'invitent, ok, il peut parler, on donne la parole à Chouard, il a 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et puis nous, médias qui l'avons invité, on n'en parle pas à notre tour. Et le lendemain, je me souviens de Clémence l'année dernière, qui
façon adorable, me fait venir parler de la démocratie, on en parle pendant 1 heure, c'était super. Elle avait vachement bien compris. Chez Toxa. Elle avait vachement, oui, chez Toxa. Elle avait vachement bien compris, mais le lendemain, elle demandait à son invité, qui était quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus qui c'était, elle lui dit « la démocratie va mal ». Non mais Clémence, c'est déconnant, mais vous êtes tous pareils, il n'y a pas que Clémence, hein. Tu fais pareil, je suis sûr que demain tu vas avoir un invité, tu vas lui demander comment se porte la démocratie. Non mais... vous avez une responsabilité, je vous le dis de façon peut-être un peu plus pressante, un peu plus exigeante, un peu plus amère, mais tu me demandais, est-ce que les médias nous maintiennent dans la prison? Toi aussi. Le prends pas mal, hein, c'est une invitation, c'est un appel au secours. Toi aussi, en tant que petit média, si tu n'as pas une branche, une activité constituante, tu nous maintiens en prison. Parce que tu t'occupes que des conséquences et tu ne donnes pas 1 minute de ton temps de réflexion, de ta conscience à toi, et tu ne donnes pas 1 minute de ton temps et de ta vitrine à ton audience, tu ne lui donnes pas 1 minute au processus constituant, tu nous maintiens en prison parce que tu ne parles même pas de l'évasion. Il me semble que quand les petits médias, parce qu'ils sont nombreux sur Terre, comme vous, à faire un boulot de résistance aux médias mainstream, le jour où, pas seulement en France, mais partout sur Terre, tous les petits médias, c'est-à-dire les vrais journalistes du monde, vont intégrer dans leur discours, dans leur pensée d'abord, et puis ensuite dans leur discours, un aspect constituant, c'est-à-dire un aspect pédagogique en fait, où ils vont donner l'exemple de citoyens, d'électeurs, enfants, en train de devenir adultes politiques, en train de devenir des citoyens, parce que pour moi un citoyen c'est forcément constituant. Quand vous allez donner le spectacle de cette transformation, elle va aller beaucoup plus vite et elle va toucher cette fois-ci des millions de personnes. Mais comprenez bien que quand il n'y a qu'une personne qui fait ça, on dirait que c'est sa spécialité, la mayonnaise ne prend pas parce qu'on a l'impression que c'est un micro-phénomène. Mais quand les journalistes, je parle des vrais journalistes, je parle de vous, les petits médias, quand vous allez intégrer cette idée et le montrer en intégrant dans votre programme, en faisant venir des gens pour parler de Constitution, en faire venir des militants parler de Constitution, en écrivant vous-même des articles, en vous rapprochant, vous autres médias qui êtes un peu concurrents en fait, vous êtes un peu vous vous aimez bien, mais en même temps, vous avez quand même une espèce d'approche presque commerciale où en fait, pour vivre, vous avez besoin d'une audience et donc vous ne travaillez pas tellement ensemble. Et pourtant, sur l'angle constituant, vous pourriez très bien travailler ensemble. Et en montrant l'exemple que des médias, et alors ce serait encore mieux si c'était des médias dits de gauche et des médias dits de droite, qui se détestent comme se détestent les partis politiques, et ce qui coupe le peuple en deux. Le peuple coupé en deux ne gagnera jamais, hein, il faut qu'on soit unis. Et si les médias commencent à donner l'exemple de travailler ensemble, j'imagine un média de droite, je ne sais pas, Toxin, c'est considéré comme un média de droite, je crois. Et le Canard réfractaire, c'est un média de gauche. Et pourtant, c'est des gens que j'aime beaucoup tous les deux, et je suis sûr qu'ils seraient capables de parler ensemble. Et s'ils donnaient l'exemple, pas forcément sur les sujets législatifs où ils ne sont pas d'accord, mais sur les sujets constituants, où là, c'est beaucoup plus facile de tomber d'accord, et on verrait, nous autres électeurs, je n'ai pas dit citoyens, nous autres électeurs endormis, en train de se réveiller, on verrait les médias, nos vrais médias, les gens en qui on a confiance, qui se mettent à parler ensemble, non pas sur les sujets législatifs où on sait qu'on a des disputes, mais sur les sujets constituants, on sait qu'il faut que ce soit le peuple qui décide. Le processus constituant, c'est décider qui décide. Et à ce moment-là, on est d'accord. On veut que ce soit la population qui soit maître de son destin. Et si les médias montraient l'exemple, non seulement de dire, ensemble, on va s'entraîner à écrire la Constitution, regardez comme c'est simple, et on va donner, tout à l'heure, là je vais être chez Nexus, et on va faire un atelier constituant en direct, on va faire 2-3 copains, on va donner le spectacle de 2-3 copains qui sont en train de parler de l'article 11 sur le référendum et du référendum d'initiative citoyenne. Et on va écrire ces règles. Si vous faisiez tous ça, mais l'idée que ce n'est pas une marotte, l'idée que c'est ça qu'il nous faut sortir de la prison, grandirait. Et si nous devenons légitimes, je réponds à ta question que je n'ai pas oubliée, comment ça va se passer concrètement là? On discutaille, on écrit, il se passe rien. Il y a un gars qui m'interpelle sur X, là, il m'interpelle méchamment, durement, il me dit que je suis un contre-révolutionnaire. C'est dingue. Je voudrais prendre ce cas-là, parce que très souvent, je fais l'objet de cette... À gauche et à droite, on me fait le reproche de faire la révolution avec un crayon. Avec un crayon, alors tout le monde se marre en disant
le pouvoir rigole, quoi. Hein. Je veux dire, allez vous entraîner à écrire votre constitution et laisser les grandes personnes s'occuper. On y est encore dans un siècle, hein. Mais pas du tout. On y sera dans un siècle si personne ne fait rien. Oui, et même dans un millénaire, je te le dis. C'est-à-dire qu'on restera dans la tôle tant que tu continueras à adorer l'élection et à ne pas voir les vertus du tirage au sort et l'importance du fait que c'est nous qui, en écrivant la Constitution, allons écrire. Système, Étienne, c'est ça que je ne comprends pas dans ton analyse. Mais c'est comme un match de foot. À un moment donné, il y a bien un élément de bascule qui doit se produire pour passer à ce que tu recommandes. Ce moment de bascule n'a pas d'importance. Le fait que ce soit un bonhomme qui se donne là, par désespoir, s'immole par le feu, et ça révolte les gens, ça y est, on descend dans la rue. Mais c'est le fait que nous soyons nombreux à nous être préparés qui va faire qu'il y a une vraie révolution. Sinon, comme au Népal, là tu as vu ce qui s'est passé au Népal, il y a eu un événement qui a mis le feu aux poudres, et personne n'aurait pu le dire à l'avance, mais ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas l'événement qui met le feu aux poudres qui compte, ça on s'en fout, il y en a tout le temps. L'histoire des hommes, c'est l'histoire des insurrections, il y a tout le temps des insurrections. Ce n'est pas ça qui est douteux. Ce qui est douteux, c'est que les Népalais écrivent à l'issue de leur révolte une vraie démocratie. Ça, c'est très douteux parce qu'ils ne se sont pas entraînés, ils n'ont pas fait d'Anthony constituant, ils ne sont pas des millions à savoir qu'il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Mais toi, tu es super entraîné, ça, je ne te conteste pas ça du tout. Mais ce n'est pas moi qui... Ce que je veux dire, je ne conteste pas qu'il y ait plein de gens qui puissent être entraînés, mais à un moment donné, quand on passe de l'entraînement à la compète, quoi. Tu vois, c'est ça le truc. Comment tu passes du terrain d'entraînement au terrain réel de la compétition. Donc on imagine qu'on est des millions à nous être entraînés, avoir compris, avoir au moins pris conscience. Au passage, avant que j'oublie, il y a un nouvel outil qui existe, qui est formidable, qui s'appelle comptesurmoi.org, tout serré, comptesurmoi, comptesurmoi.org, qui est un compteur à conscience constituante. Un compteur à constituante. Ce n'est pas encore des gens qui agissent, ça peut être des gens qui agissent, mais c'est simplement pour noter, nous compter, parce que ça va nous donner un courage de fou, ça. Ça va nous permettre de savoir qu'on n'est pas 10 000. On n'est pas 100 000, on est des centaines de milliers et bientôt on va être des millions. Parce que le fait de sentir qu'on est en train de devenir des millions, ça va nous donner la pêche, ça va nous donner envie d'être contagieux. Parce que le problème, c'est que quand tu dis, tu invites juste Chouard et tu laisses le problème en fait autour du bonhomme qui réfléchit sur la question, en fait tu nous maintiens en prison. C'est involontaire évidemment, mais ce faisant, tu nous maintiens en prison parce qu'une partie de ton boulot, c'est pas à moi de te dire ton boulot, il faut que juste que vérifie que je ne me trompe pas. Mais c'est à toi de trouver les clés de ton émancipation, de ce que tu mais toi aussi. Moi, pour t'aider, c'est à chacun. Il n'y aura pas de sauveur. Ce n'est pas une personne qui va sauver l'humanité. Pas du tout. C'est une prise de conscience. J'ai longtemps pris l'image des cellules de la chenille, qui fabriquent de la chenille, et puis un jour, on se dirait, à voir son passé, elle a toujours fait de la chenille. Donc les électeurs ont accepté d'être des électeurs, ils ont toujours accepté d'élire, ils ont toujours accepté de se soumettre, ils ont toujours accepté d'être des enfants politiques, et donc ça va continuer jusqu'à la nuit des temps. Pas du tout. Il y a un moment, les chenilles, les cellules, et c'est toutes les cellules en même temps qui se mettent à dire, non, mais attends, on va faire du papillon. Et en fait, il y a une transformation au même moment. J'ai une autre image, celle de l'adolescent. Toute sa vie, il a obéi à ses parents et à toutes les autorités. Il a obéi. Et puis un jour, alors tu dirais, à regarder son passé, il va obéir toute sa vie, voilà, jusqu'à sa mort. Il arrive à une phase de maturité où il en a marre d'obéir et il ne va pas demander l'autorisation aux puissants du moment, à ses parents, à sa famille, aux autorités, à ses profs. Du jour où il va décider qu'il est libre, il va l'être. Et c'est ça l'histoire de l'humanité, je pense. J'espère, bon, je me trompe peut-être ça arrivera dans 1 siècle, 2 siècles, 1000 ans, je ne sais pas. Mais il y a un moment, il me semble, où c'est tellement évident. Moi, quand j'analyse les vices de l'élection et les vertus du tirage au sort, c'est pas possible que ça n'arrive pas. Il y a un moment où l'humanité, mais c'est pas juste Chouard, c'est pas juste les gens qui suivent le travail de Chouard. Il faut que Éric s'en occupe, il faut que Clément s'en occupe, il faut que Johan s'en occupe. Circonstances qui favorisent. Mais non, ça c'est autre chose. Tu confonds l'épiphénomène qui n'a pas d'importance, qui met le feu aux poudres, avec la préparation des barils de poudre. La dynamite, si tu mets pas le feu à la dynamite, oui, ça explose pas. Hein. Oui, mais le feu, c'est pas le feu qui va poser problème. S'il n'y a pas la brèche. Non, mais le feu, il n'y a rien de plus facile. À chaque fois, il y a du feu, là. Regarde au Népal, il vient d'avoir le feu. Ça met le feu aux poudres, ça pète. Et puis, comme ils ne se sont pas préparés, je te fiche mon billet. Faisons les paris, tu verras. C'est pas une condition suffisante, mais elle est nécessaire quand même.
Il faut qu'il y ait de toute façon non, mais c'est pas de la possible. préparation. Comment ça se fait que tu m'entends pas? Je m'exprime mal. Excuse-moi, encore Je une fois, m'exprime mal. non mais Je m'exprime mal parce que on est sur le fond. Mais non, on n'est pas d'accord. Mais non, on n'est pas dans le d'accord. sens Mais non, parce dans que lequel tu me demandes de vas, faire. Mais je me dis juste, je comprends pas comment tu mets en pratique. Mais ce tu que me demandes de faire le devin en te disant, mais c'est un artisan non, qui je est te en soumets faillite. une suggestion. Est-ce que la désobéissance civile, elle peut pas être un devoir justement quand les institutions trahissent le peuple? Non. Est-ce que ça peut pas être ça? Non, de dire, bah là, voilà, on arrête de les voter et on va reprendre. D'abord, on ne vote jamais, on élit. Non, bon, et puis, d'accord, mais non, oui, non, mais même si tu arrêtes d'élire, ils s'en foutent, il n'y a pas de quorum, il n'y a pas de minimum dans les élections. Donc en fait, il suffit non, qu'il y ait si une tu arrêtes poignée- par exemple de payer du jour au lendemain mais ils vont toutes les t'envoyer- transactions avec une carte bancaire, ça va peut-être poser un petit pro que tu retires du fric à tous les distributeurs. Mais ça va Il y a pas rien- mal de gens qui ont suggéré ce type d'action. Est-ce que tu vois l'aspect dérisoire et vain de nos conversations quand on discute sur... il a encore fait un 49-3, ce salaud. Putain, ça sert à rien. Tous les jours, il y a 3, 4, 5 trahisons. Vous en avez pas assez des trahisons?